La bataille de Coronel avait été un réveil brutal pour la Royal Navy. Le plan, tel qu'il était, et les attentes du public disaient que l'escadron britannique devait rapidement débarrasser les mers des unités ennemies outre-mer, puis les unités concernées rentreraient au pays pour renforcer la grande flotte qui bloquait l'ennemi, tandis que d'autres unités nettoieraient les colonies ennemies à l'étranger. La grande flotte devait alors soit écraser l'ennemi lors d'une bataille rangée, soit l'encercler si étroitement qu'aucun mouvement ne serait possible. Dans tous les cas, les routes commerciales vitales en mer seraient sécurisées. Au lieu de cela, l'escadre de l'amiral Cradock avait été écrasée à Coronel. Cradock avait coulé avec son navire et les survivants de sa force, le croiseur léger His Majesty's Ship Glasgow, le croiseur auxiliaire Otranto et l'ancien pré-dreadnought His Majesty's Ship Canopus, fuyaient autour de la pointe de l'Amérique du Sud, le vieux cuirassé atteignant maintenant 17 nœuds, depuis qu'on s'était rendu compte que son chef mécanicien avait eu une sorte de dépression nerveuse plus tôt. C'est quelque chose qui aurait pu sauver Cradock si cette situation particulière avait été détectée plus tôt, puisque son escadre avait déjà été limitée en vitesse par l'Otranto et la véritable vitesse du Canopus lui aurait permis de suivre. Mais tout cela appartenait désormais au passé et il fallait agir, de peur que l'escadre de Spy ne décime sans opposition le commerce britannique vital avec l'Amérique du Sud. Pendant ce temps, Von Spee lui-même était d'humeur sombre, surtout en tenant compte de sa victoire précédente. Il était destiné à être acclamé en entrant dans le port de Valparaiso, ne serait-ce que parce que la concentration d'Allemands, grâce à près de 3 douzaines de navires marchands allemands bloqués dans le port, signifiait qu'il y avait pas mal de gens très enthousiastes à propos de sa victoire. Mais alors qu'il descendait la côte chilienne, il savait plusieurs choses. Leur ancien port d'attache, Tsingtao, était tombé sous une attaque des Alliés. Le croiseur Seiner Majesté Schiff Emden, détaché avant qu'il ne quitte le Pacifique occidental, avait accompli une course légendaire, mais avait récemment été traqué et détruit par le Her Majesty's Australian Ship Sydney. Il avait lui-même du mal à se procurer du charbon pour ses navires en raison de divers problèmes. Il ne pouvait rester dans un port neutre que 24 heures à la fois. De toute façon, il n'y avait pas tant de charbon disponible par rapport à ses besoins, et les agents britanniques faisaient pression sur les fournisseurs locaux pour qu'ils ne lui vendent pas, allant même parfois jusqu'à acheter les stocks de charbon simplement pour s'assurer qu'ils ne soient pas disponibles pour les Allemands, alors que eux-mêmes n'avaient aucune utilité pratique pour ce charbon, si ce n'est de le revendre un peu plus tard à un autre navire. Ces grands navires avaient aussi utilisé la moitié de leurs munitions, impossibles à reconstituer. Tous ces navires étaient encrassés après leur long voyage et leur vitesse avait quelque peu diminué. Leurs moteurs n'étaient pas non plus en très bon état et ils savaient que les Britanniques n'allaient probablement pas simplement se laisser faire et accepter la défaite. À ce stade, sa flotte était également quelque peu dispersée, car non seulement il y avait une limite de temps pour rester dans un port neutre, mais pas plus de 3 navires de guerre de la même puissance ne pouvaient se trouver dans un même port à la fois. Ainsi, Leipzig et Dresde furent détachés afin de s'assurer que le temps passé à attendre le ravitaillement ne soit pas doublé. Puis il reçut 2 autres mauvaises nouvelles. Les Japonais semblaient se diriger vers les eaux américaines, trouvant inquiétant le manque de navires allemands à attaquer dans le Pacifique occidental, puis il reçut un message de Berlin. Les lignes de rendez-vous avec les charbonniers allemands dans l'Atlantique sont toutes compromises. Toutes les routes commerciales sont intensément surveillées. Sur l'Atlantique, seuls des groupes de navires peuvent mener la guerre de croiseurs. Karlsruhe et Kronprinz Wilhelm ont reçu l'ordre de se regrouper. Il est prévu de concentrer toutes les forces et de leur ordonner de rentrer chez elles en groupe. La façon dont un petit groupe de croiseurs épuisés et divers croiseurs auxiliaires armés rassemblés étaient censés se frayer un chemin à travers la Grand Fleet n'était pas précisée dans les instructions, et aucune explication supplémentaire ne fut donnée lorsque le signal du lendemain ordonna spécifiquement à von Spee de rentrer chez lui. Au moins un élément de cette longue liste de malheurs apparents fut résolu lorsqu'ils trouvèrent un charbonnier britannique, le capturèrent et embarquèrent autant de charbon que l'escadre pouvait en transporter. Mais la préoccupation de von Spee était désormais de savoir quelle force britannique pourrait l'attendre de l'autre côté de l'Amérique du Sud. Il ignorait où était parti Canopus, ce qui l'inquiétait. Il se pouvait qu'il ne puisse pas vaincre seul toute son escadre, mais si Glasgow était à ses côtés, même en cas de victoire, son escadre serait probablement détruite en tant qu'unité opérationnelle. De plus, ces renseignements indiquaient que 3 autres croiseurs cuirassés, Cornwall, Carnarvon et Defense, se basaient sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, plus précisément près du centre commercial du Rio de la Plata.
Cornwall était le sister ship du malheureux His Majesty's Ship Monmouth, que Von Spee avait déjà coulé, mais il était aussi en bien meilleur état que ne l'avait été le Monmouth, et c'était un navire de service régulier, non pas un sorti de la réserve et doté d'un équipage improvisé. Le Carnarvon de la classe Devonshire était nettement mieux armé, sans être l'égal de ses deux croiseurs cuirassés, mais représentait une menace certaine, et était bien plus puissant que ses croiseurs protégés. Le Defence était la plus grande menace. Il surpassait facilement en puissance de feu chacun de ses propres plus grands navires, et en cas de besoin, il pouvait techniquement échanger des bordées avec ses deux croiseurs cuirassés en même temps et conserver un avantage de puissance de feu tant qu'il gardait la distance, sauf bien sûr pour le fait qu'il serait alors sous environ le double de tirs qu'il n'en infligeait à chaque cible individuelle. Si ces trois navires le trouvaient, ou pire encore, s'ils rejoignaient Canopus puis le trouvaient, ces navires ne rentreraient jamais chez eux. L'opinion au sein de son escadre était divisée sur la marche à suivre. Fallait-il attaquer les navires britanniques près de l'Amérique du Sud? Devaient-ils rentrer directement chez eux? Ou devaient-ils attaquer la station britannique de charbonnage et de télégraphie sans fil aux îles Malouines? Ils n'avaient pas besoin de plus de charbon immédiatement grâce à la capture du charbonnier et à l'arrivée de 3 autres charbonniers allemands qui avaient réussi à s'échapper des ports sud-américains. Mais peut-être qu'en paralysant la capacité des Britanniques à communiquer avec leurs navires dans les confins de l'Atlantique Sud, ils gagneraient un élément de discrétion et de surprise en remontant vers le nord, et brûler les stocks de charbon pourrait aussi les empêcher de le poursuivre facilement en masse. Il avait également reçu un autre message de Berlin, cette fois lui ordonnant de mener une guerre de croiseurs dans l'Atlantique au lieu des instructions initiales qui lui demandaient de rentrer immédiatement. Il semblait également que quelqu'un à Berlin avait compris qu'il y avait un blocus en mer du Nord, car le message se terminait par une demande de prévenir Berlin suffisamment à l'avance lorsqu'il souhaiterait finalement rentrer. Le plan était apparemment désormais d'utiliser une sortie massive de la flotte de haute mer pour ouvrir une brèche dans la ligne de blocus britannique assez longtemps pour que ces navires les rejoignent et puissent ensuite rentrer chez eux. À bien des égards, la gestion minutieuse de Berlin sur les efforts de von Spee commençait à ressembler aux tentatives de l'amirauté de faire de même avec Cradock, ce qui avait en partie provoqué la catastrophe de Coronel. Mais malgré toutes les discussions au sein de son escadre, von Spee était l'amiral et, avec le soutien de 2 autres capitaines et l'acquiescement des autres, le navire mit le cap sur les Malouines. Un élément crucial dans sa décision et son argumentation fut un communiqué des services de renseignement allemands affirmant qu'aucun navire britannique n'était présent aux Malouines. Apparemment, une force importante composée du Defence, du Cornwall, du Carnarvon, du Bristol, du Glasgow et du Canopus s'y trouvait, mais a été détournée vers l'Afrique du Sud pour affronter un soulèvement Boer. En réalité, il semble que, d'après des témoignages ultérieurs, les Britanniques avaient déchiffré le code utilisé pour communiquer avec von Spee et avaient envoyé un faux message à cet effet. Cependant, il semble que les officiers responsables de cette opération n'aient en réalité informé personne d'autre à l'amirauté de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. De retour en Grande-Bretagne, l'amiral Fisher était revenu en tant que premier lord de la mer et il s'empressait de mettre en œuvre ce qu'il avait toujours préconisé comme solution à ce genre de problème. Ces précieux croiseurs de bataille, en particulier l'Invincible et l'Inflexible. Depuis son bureau, l'ordre est parti, ordonner à l'Invincible et à l'Inflexible de faire immédiatement le plein de charbon et de se rendre à Berehaven au plus vite. Ils sont indispensables pour une mission à l'étranger. Il y voyait aussi l'opportunité de faire le ménage à l'amirauté pendant un moment. L'amiral Sturdy, un esprit assez libre, était le chef d'état-major, mais il avait aussi été l'un des amiraux qui avaient plaidé pour la précédente éviction de Fisher du poste qu'il occupait de nouveau. Puisqu'il pouvait techniquement faire porter une partie de la responsabilité de colonel à Sturdy et qu'il était désespéré de simplement faire sortir Sturdy du bâtiment, Churchill a pu assez facilement convaincre Fisher d'assigner Sturdy au commandement de l'Invincible et de sa nouvelle escadre et de l'envoyer régler la situation. Sturdy n'était pas contre cette nomination qui permettrait de le sortir de l'amirauté pendant plusieurs mois, Fisher ayant des préoccupations plus importantes. Malgré quelques retards initiaux dans la préparation des navires, un autre message fut envoyé. Amirauté au commandant en chef de Devonport, les navires doivent appareiller mercredi. Ils sont nécessaires pour le service de guerre et les dispositions de l'arsenal doivent être adaptées en conséquence, quitte à embarquer les ouvriers de l'arsenal sur les navires si nécessaire. Vous êtes tenu responsable de l'envoi rapide de ces navires dans un état parfaitement opérationnel. Accusé de réception.
Voguant vers le sud, le Sturdy a rejoint le contre-amiral Stoddart, mandaté par Fisher pour regrouper les autres navires de guerre de l'Atlantique Sud et retrouver les croiseurs de bataille au large du Brésil. Et cette force atteignit les Malouines le 7 décembre. La flotte de navires était désormais très variée. Depuis Coronel était arrivé le Canopus, qui était maintenant échoué comme navire de garde à l'intérieur du port avec des observateurs et des câbles de communication installés pour lui permettre de tirer par-dessus la terre sur des cibles qu'il ne pouvait pas voir lui-même et qui ne pouvaient pas le voir, car il avait été camouflé et avait retiré les parties supérieures de ses mâts. Ceci était conforme à un autre signal de l'amirauté. Canopus doit rester dans le port de Stanley, amarrer le navire de façon à ce que vos canons contrôlent l'entrée, improviser des mines à l'extérieur de l'entrée. Soyez prêts à un bombardement venant de l'extérieur du port. Abaissez vos mâts supérieurs. Encouragez le gouverneur à rassembler les forces locales et à assurer une défense résolue. Installez des postes d'observation à terre pour vous permettre de diriger le tir sur les navires à l'extérieur. Débarquez des canons ou utilisez des torpilles pour couler un navire de blocage avant qu'il n'atteigne le goulet. Pas de problème si vous échouez le navire pour une bonne position. Réparez les dégâts. Otranto avait été affectée à la patrouille de la côte sud-américaine, mais Glasgow fut retenue. Elle fut rejointe par son sister ship, le His Majesty's Ship Bristol, les Carnarvon, Cornwall et Kent, croiseurs cuirassés, ainsi que le croiseur auxiliaire armé His Majesty's Ship Macedonia et les 2 croiseurs de bataille. Il manquait le His Majesty's Ship Defence. Elle avait rejoint les croiseurs de bataille, mais comme la plupart des forces de la Royal Navy en Atlantique Sud se dirigeaient vers les Malouines, où y étaient déjà, elle fut détournée pour escorter un convoi de troupes près de l'Afrique du Sud, après avoir donné du matériel radio à longue portée à l'Invincible. Cependant, ce résumé ne rend pas vraiment compte à quel point Von Spee était acculé. Un retour dans le Pacifique était impossible. La marine impériale japonaise l'attendait en force dans le Pacifique Ouest. La côte américaine était en réalité peuplée d'une variété de navires alliés, y compris le croiseur de bataille Her Majesty's Australian Ship Australie. Le Defence avait rejoint le puissant croiseur cuirassé Minotaur, les croiseurs de classe Town Dartmouth et Weymouth, ainsi que le cuirassé Albion pour sa mission d'escorte, car l'Afrique du Sud s'apprêtait à lancer une invasion de l'Afrique du Sud-Ouest allemande, la supposée rébellion boère n'étant bien sûr rien d'autre qu'une fiction. Le croiseur de bataille, Princesse Royale, attendait dans les Caraïbes, au cas où quelqu'un passerait par le canal de Panama, accompagné du cuirassé Gloire et des croiseurs Berwick, Lancaster et Condat, tandis que l'Afrique de l'Ouest était gardée par le cuirassé Vengeance, les croiseurs cuirassés Guerrier et Prince Noir, ainsi que les croiseurs protégés Don Aigle, Highfly et Cumberland. Et cela sans compter la présence de quelques navires de guerre français ou les différentes patrouilles de croiseurs auxiliaires armés, ces derniers pouvant au moins signaler tout passage effectué par des navires hostiles. Ayant empêtré l'un des équipages de l'Invincible avec un câble provenant d'une cible remorquée qu'ils utilisaient pour l'entraînement au tir en mer, et étant relativement certain que Von Spee n'était pas dans les environs, Sturdy ordonna aux 2 croiseurs légers qu'il avait de mouiller profondément dans le port. Les 3 croiseurs cuirassés et les 2 croiseurs de bataille restèrent dans le port extérieur, plus profond. Le His Majesty's Ship Macédoine patrouilla à l'extérieur pendant l'embarquement du charbon. L'Invincible dégagea son arbre d'hélice, permettant aux navires de réviser rapidement leurs machines pour une poursuite à grande vitesse. Malgré les considérations politiques liées à sa nomination, Sturdy était l'un des amiraux les plus indépendants d'esprit et habiles tacticiens de la marine. Certains le qualifiaient même d'original, au point que son escadre serait maintenue près des navires amiraux pour l'empêcher de tenter quelque chose d'intéressant. Cependant, les Allemands étaient même bien plus proches que prévu. Le plan que Von Spee avait mis en place était le suivant. Lorsque le Gneisenau et le Nuremberg seront détachés, ils avanceront à 14 nœuds jusqu'à un point à l'est du cap Pembroke, d'où le port de Stanley pourra être observé. Si le port est libre d'ennemis, le Nuremberg reconnaîtra jusqu'au nord de Berkeley Sound, tandis que le Gneisenau, au large de Port William, déminera l'entrée avec des embarcations. Le Nuremberg avancera alors jusqu'à Port Stanley, derrière les embarcations, et embarquera des provisions et procédera à des destructions. Le Gneisenau suivra jusqu'au chenal reliant Port William à Port Stanley. Elle y jettera l'ancre et enverra des chaloupes armées du côté de la ville sous le commandement du lieutenant Cothouse, qui devra remettre un ultimatum au gouverneur et tenter de le ramener à bord du navire. Les chaloupes seront couvertes par le Nuremberg. Les 2 navires rejoindront l'escadre au plus tard à 19h30. Le gros de la force devait suivre 15 milles derrière, avec les charbonniers encore plus loin.
Ainsi, dans la matinée du 8 décembre, les Allemands aperçurent les Malouines au nord vers 2h30 du matin. À 5h30, la force fut appelée à l'action et commença à augmenter sa vitesse. Juste avant 8h du matin, l'une des équipes d'observation à terre du Canopus aperçut les deux premiers des navires de Von Spee au loin et donna l'alerte. Le Canopus hissa le signal ennemi en vue, mais il n'avait pas de ligne de vue avec le navire amiral de Sturdy. À la place, ils signalèrent le His Majesty's Ship Glasgow qui relaya le message à l'Invincible. Occupé à terminer le ravitaillement en charbon, y compris depuis l'épave du vieux SS Great Britain, qui fut en son temps le premier navire à coque de fer et à hélice du monde, les compétences de suringénierie de Brunel étant telles qu'il flottait encore après des décennies de négligence, l'équipage de l'Invincible ne remarqua rien jusqu'à ce que le Glasgow tire son canon de signalisation vers eux. Alors que les Allemands arrivaient du sud et contournaient la côte est de l'Est Falkland, une bergère serviable et ses domestiques les surveillaient également et téléphonaient au port pour tenir le Sturdy informé. Maintenant, le navire britannique s'empressait de faire monter la pression, la fumée des feux alimentés à la hâte s'élevant au-dessus du promontoire, faisant brièvement croire à Spey que les Britanniques brûlaient leurs réserves de charbon au lieu de les lui laisser, ce qui résolvait déjà la moitié de la mission qu'ils s'étaient fixée. Mais lorsque ces observateurs eurent une vue sur le port extérieur, ils aperçurent une vision glaçante. Deux ensembles de mâts tripodes jumelés. Seuls quelques navires de guerre britanniques avaient des mâts tripodes, encore moins avaient deux cuirassés dreadnoughts et croiseurs de bataille, et une seule classe avait les jambes des deux mâts tripodes disposés en opposition à leur homologue, et c'était la classe Invincible de croiseurs de bataille. Von Spee avait littéralement fait la moitié du tour du monde pour éviter un affrontement avec un navire similaire, la classe Indefatigable Her Majesty's Australian Ship Australia. Maintenant, il y avait deux de ces navires, et ils se dirigeaient droit sur eux. Couplé à cette prise de conscience, avant même qu'une véritable idée de tenter d'attaquer les navires à l'arrêt, avant qu'il n'ait assez de pression de vapeur pour bouger, ou peut-être d'essayer de couler le premier navire qui sortirait et ainsi bloquer le port, ne puisse se former, 4 énormes gerbes d'eau jaillirent près du Gneisenau et du Nuremberg. Peu de temps après, 4 autres gerbes surgirent de la mer. Les Allemands furent stupéfaits. Des gerbes de cette taille ne pouvaient provenir que d'un navire de ligne, mais ils n'en voyaient aucun qui avait une ligne de mire sur eux. Le sauveur improbable de la situation fut le His Majesty's Ship Canopus. Tirant sur la base des observations rapportées, ces deux salves tombèrent court, mais suffirent à convaincre Von Spee que la discrétion était la meilleure part du courage, et tous ces navires virèrent à l'est et commencèrent à accélérer pour s'éloigner. Ils n'avaient aucune idée d'où provenaient les tirs, mais ils savaient que si l'un de ces navires était touché par un obus de cette taille, il deviendrait probablement une cible facile pour tout ce qui apparaîtrait ensuite. Selon certains récits, cela aurait été particulièrement motivé par le fait que Gneiser venait d'être touché, l'histoire racontant que la tourelle arrière du Canopus avait été chargée la veille au soir avec des obus d'exercice inertes en prévision d'un tir d'entraînement. L'appel à l'action signifiait qu'il n'y avait pas le temps de remplacer les obus par des réels. Il fallait tirer avec ceux déjà chargés pour gagner du temps. Alors que le manque de portée de la salve avait fait que les obus réels des tourelles avant avaient explosé à l'impact, l'un des obus d'exercice aurait apparemment ricoché sur l'eau et percuté la base de la deuxième cheminée du croiseur allemand. Quoi qu'il en soit, le reste des navires de Von Spee avait également été repéré et Sturdy savait que sa proie était venue à lui de manière plutôt commode. Tandis que les navires de Von Spee s'éloignaient et que le His Majesty's Ship Kent, en route pour relever le Macedonia avec une pression de vapeur élevée, fut chargé de les poursuivre et de les observer, Sturdy ordonna aux équipages de ces autres navires d'aller prendre leur petit déjeuner. Ils avaient le temps maintenant que les Allemands prenaient de la fuite, et il faudrait de toute façon un certain temps pour avoir suffisamment de pression de vapeur pour naviguer. Le His Majesty's Ship Bristol s'efforçait de remonter le moteur démonté tout en augmentant sa pression de vapeur. La première observation des navires de Von Spee avait eu lieu peu avant 8h heure locale. La rencontre avec les canons du Canopus avait eu lieu un peu plus d'une heure plus tard, juste après 0900 et juste après 10h, la formation britannique commença à sortir de Port Stanley, moment où Spee avait une avance de 15 milles et se dirigeait vers le sud-est. Le Bristol fut le dernier à partir, environ 45 minutes après les autres, et les vigies avaient repéré d'autres navires allemands au sud. Étant à la traîne, elle fut envoyée au sud avec la Macédoine pour enquêter. Pendant ce temps, plus loin, la poursuite avait débuté.
La vieille Carnarvon, limitée à 18 nœuds, prit du retard sur Cornwall, Kent, Glasgow, Invincible et Inflexible, formant le noyau de la force de Sturdy. Peu à peu, la distance commença à se réduire. Les croiseurs de bataille et le Glasgow avaient un avantage théorique de 3 nœuds sur les Scharnhorst, et en pratique, cet avantage était encore plus grand grâce à l'état des navires allemands. Ils avaient 8 heures de lumière du jour devant eux, et dans ces circonstances, ils estimaient que von Spee n'avait que 2 à 3 heures d'avance avant qu'il ne le rattrape. La poursuite continua sans incident notable après l'heure du déjeuner. Sturdy ralentit légèrement pour organiser sa formation et permettre au navire plus lent de rejoindre le groupe. Puis, à 12h20, Sturdy augmenta la vitesse avec ses croiseurs de bataille et le Glasgow, et vers 13h, le Seiner Majesté Schiff Leipzig à la traîne fut pris sous le feu, d'abord par le Glasgow, puis par des tirs spéculatifs des canons avant des croiseurs de bataille. Comprenant qu'un combat était désormais inévitable, von Spee ordonna à ses plus petits navires de se disperser à 13h20. Les 2 plus grands navires tentèrent de leur faire gagner du temps. Mais il ne s'agissait pas d'une course vers une fin héroïque rapide. Von Spee avait noté que les Britanniques peinaient à ajuster leurs tirs sur le Leipzig. Les croiseurs de bataille avaient l'avantage du vent, ce qui aurait été décisif à l'époque de la marine à voile. Mais à l'ère de la vapeur et de l'acier, la brise du nord-ouest poussait simplement la fumée de leurs cheminées et canons devant eux et sur tribord, obscurcissant leur vue sur les navires allemands et affectant leurs tirs. Montrant la même maîtrise de la manœuvre navale qu'il avait démontrée à Coronel, von Spee chercha à exploiter cela en restant dans cet arc de perturbation. Sturdy, tout comme Cradock avant lui, reconnut la position désavantageuse et tenta de manœuvrer pour en obtenir une meilleure, mais comme lors de la préparation de Coronel, von Spee dirigea ses navires à son propre avantage. Cette fois, l'avantage de la vitesse et de la puissance de feu était du côté des Britanniques, mais avec von Spee sur la trajectoire intérieure, la marge de rapidité n'était pas suffisante pour surmonter rapidement le positionnement de von Spee. Sturdy avait anticipé cette série particulière de manœuvres dans ses instructions de combat préalablement émises, qui disaient « L'escadron ennemi maximum pouvant être rencontré comprend 2 croiseurs cuirassés, 3 croiseurs légers et quelques charbonniers. Le rôle principal des croiseurs de bataille est de gérer les croiseurs cuirassés. Les croiseurs britanniques doivent éviter l'affrontement avec les croiseurs cuirassés ennemis. Dans les premiers temps, mais dans le cas où les croiseurs légers ennemis se sépareraient ou tenteraient de s'échapper, ils devront s'en occuper. Les croiseurs de bataille rechercheront les croiseurs cuirassés ennemis et les engageront entre 12 000 et 10 000 yards, en se rapprochant jusqu'à 8 000 yards lorsque le tir deviendra efficace. Les croiseurs cuirassés doivent éviter d'engager les croiseurs cuirassés ennemis, à moins qu'ils ne soient endommagés ou dans une position tactique supérieure permettant un feu efficace. Le Glasgow, le Kent et le Cornwall ont poursuivi le Nuremberg, le Dresden et le Leipzig sans nécessiter d'autres signaux. 3 croiseurs protégés ralentis par l'encrassement et l'usure des machines face à 2 croiseurs cuirassés et un croiseur léger, ce n'était jamais un combat équitable, mais un combat équitable était bien la dernière chose que quiconque recherchait réellement. Le Carnarvon continuait d'essayer de rattraper les croiseurs de bataille, reconnaissant que son propre manque de vitesse ne serait pas particulièrement utile pour poursuivre les plus petits navires, tandis que l'Invincible se rapprochait du Scharnhorst et que l'Inflexible se positionnait face au Gneisenau. 20 minutes après que le Glasgow eut ouvert le feu, les premiers obus de 12 pouces commencèrent à tomber autour du navire amiral de von Spee. Von Spee riposta peu de temps après, et grâce à sa position de tir avantageuse, ainsi qu'aux excellents canonniers à bord, le vent gênant les Britanniques mais aidant les Allemands à garder une bonne visibilité, bientôt les obus allemands commencèrent à toucher les croiseurs de bataille. Mais c'était pour ce genre de combat que Fischer avait conçu ses navires, et le premier obus allemand de 210 mm qui toucha sa cible explosa sans effet contre le blindage de ceinture de l'Invincible. Sturdy décida d'augmenter un peu la distance, espérant trouver une zone de tir où ses gros canons de 12 pouces seraient à portée, mais pas ceux de von Spee. Les parties vitales du navire pouvaient résister au feu ennemi, mais puisque les Allemands avaient trouvé la bonne portée, il n'y avait aucune raison d'inviter inutilement des pertes et des dégâts sur les parties moins bien protégées du navire. Pour des raisons similaires, il ne voulait pas non plus laisser la distance se réduire au point que les canons secondaires puissent entrer en action. Von Spee a profité de la situation et a mis le cap au sud. Les 2 paires de navires suivaient maintenant des trajectoires complètement divergentes, et il y avait un mince espoir qu'avec les problèmes persistants de fumée, Sturdy ne s'en aperçoive pas à temps, ce qui pourrait permettre à von Spee de s'échapper également.
Mais les navires britanniques se mirent à poursuivre. Le combat reprit, et Funspee décida de revenir sur son idée précédente, se rapprochant maintenant également. La rapidité avec laquelle la distance était réduite lui permit de mettre en action ses canons secondaires de 5,9 pouces ainsi que ses canons principaux. À cet instant, tous furent brièvement distraits par ce qui semblait d'abord être un fantôme apparaissant sur le travers bâbord de l'engagement. Le navire était en fait un navire marchand français à voile, toute voile dehors. Ayant quitté l'Europe en juillet et ne disposant d'aucun équipement radio, elle n'avait aucune idée que quiconque était en guerre et fit rapidement demi-tour pour s'éloigner de la bataille navale rapide et imprévisible dans laquelle elle s'était retrouvée par hasard. Avec cette relique d'une époque révolue désormais hors de vue et l'action ayant repris, alors que les Britanniques avaient maintenant aligné leur cap à la nouvelle distance rapprochée, ils se dirigeaient désormais vers l'est-nord-est. Ce changement signifiait que le vent n'était plus entièrement en faveur de Von Spee, la brise du nord-ouest dégageant désormais quelque peu la visibilité des Britanniques par rapport à avant et obscurcissant légèrement celle des Allemands. En conséquence de cela et des distances plus rapprochées, les coups commencèrent à pleuvoir de part et d'autre, mais les obus de 150 et de 210 mètres touchant les croiseurs de bataille semblaient avoir peu d'effet, tandis que les obus de 305 mm qui s'abattaient désormais sur les croiseurs allemands produisaient plutôt l'effet inverse. Le feu et la vitesse commencèrent tous deux à diminuer sur les deux navires allemands, alors que les obus frappaient les compartiments des machines, déréglaient les canons et allumaient des brasiers parmi les débris. La bataille se dirigea vers le sud, et la brise dégageait les viseurs des canons des deux côtés. Avec la baisse de vitesse des navires allemands, Sturdy ordonna à ses navires d'effectuer un virage à 360 degrés juste après 15 heures afin de laisser la brise emporter la brume restante vers le sud et loin d'eux. La bataille avait de nouveau dérivé vers une trajectoire sud-est, et les Britanniques sortirent du virage en direction du sud-ouest, ayant coupé la poupe des navires allemands. Von Spee vira également vers le sud-ouest. Cela lui permit de mettre en action les flancs tribord relativement intacts de ses navires, car il ne restait plus grand-chose de fonctionnel sur les flancs bâbord. Un bref échange de signaux allemands fut provoqué par un obus britannique qui coupa des lignes de signalisation du Scharnhorst, faisant tomber le pavillon de l'amiral à mi-mât. Le Gneisenau demanda pourquoi. Von Spee était-il mort? L'amiral répondit qu'il allait bien jusque-là. Les deux navires se plaignirent alors du fait que la fumée obscurcissait désormais leur vision, et Von Spee dit au capitaine du Gneisenau qu'il avait finalement eu raison de s'opposer à l'attaque des Falklands. Malgré les plaisanteries, la situation devenait critique à bord des deux croiseurs cuirassés. L'histoire officielle allemande raconte que les obus plus lourds pénétraient facilement les ponts des casemates des navires allemands et semaient le chaos dans les compartiments situés en dessous. Malgré un effet explosif moindre qu'attendu pour des obus de 305 mm, les dégâts s'accumulaient constamment, particulièrement au centre du Gneisenau. Les casemates de 150 mm ont été sévèrement endommagées et la salle de télégraphie sans fil détruite. La salle des chaudières numéro 1 a été inondée suite à un impact sous la ligne de flottaison et abandonnée. La salle des chaudières numéro 3 a aussi commencé à se remplir. Des incendies se sont déclarés à l'avant et à l'arrière du navire, dans les zones non protégées. Les efforts pour éteindre les incendies ont été facilités par les gerbes d'eau atteignant les mâts, provoquées par les obus qui tombaient de court et projetaient de l'eau à travers les trous sur les ponts. La distance continuait de diminuer et davantage d'obus atteignaient leur cible. À 16 heures, le Scharnhorst s'enfonçait par l'avant, était incliné sur bâbord et avait perdu une cheminée parmi d'autres dégâts. Le Gneisenau avait aussi perdu une cheminée, 3 salles des chaudières et une hélice. Au fil des minutes, il était clair que le Scharnhorst entamait sa plongée finale, la gîte et l'enfoncement de la proue augmentant de plus en plus rapidement. Essayant de sauver autant de navires que possible, Von Spee ordonna au Gneisenau de tenter de s'échapper pendant que le navire amiral en perdition essayait de lancer des torpilles, mais à ce moment-là, l'engagement avait suffisamment ralenti pour que, ayant également coupé quelques virages en chemin, le Carnarvon arrive enfin et se joigne au combat. Sturdy a noté: à 16h04, le Scharnhorst, dont le pavillon resta hissé jusqu'à la fin, s'inclina soudain fortement sur bâbord, et en moins d'une minute il devint évident qu'il était condamné, car la gîte augmenta très rapidement jusqu'à ce qu'il se couche sur le flanc, et à 16h17 il disparut. La bataille se poursuivit alors que le dernier croiseur cuirassé allemand survivant, réduit à moins de 16 nœuds, continuait à tirer farouchement avec ses canons restants.
D'autres impacts transformèrent progressivement le navire en une épave en flammes, et nombre de ces derniers coups firent étonnamment peu de victimes, pour la sinistre raison que la plupart des membres d'équipage dans ces zones étaient déjà morts à cause des frappes précédentes. À 17h30, le navire s'était arrêté avec une seule tourelle encore en train de tirer, son équipage étant apparemment incapable de recevoir les ordres de cesser le feu et d'abandonner le navire, ce qui entraîna la poursuite du bombardement britannique. Comme sa sœur, la Gneisno chavira et coula, les deux navires emportant avec eux l'ensemble des 860 membres d'équipage du Scharnhorst, et tous sauf 187 hommes de la Gneisno. Plusieurs centaines d'autres avaient réussi à atteindre l'eau, mais les mers glaciales les ont emportés avant que les embarcations des navires britanniques ne puissent les atteindre. L'un des survivants de la Gneisno se souvient que le capitaine a demandé 3 hurrahs pour Sa Majesté, puis le navire a été abandonné. Je suis descendu du pont du côté bâbord, mais je suis tombé à l'eau du côté tribord, le navire s'étant soudainement retourné. Quand je suis remonté à la surface, j'ai vu l'avant du navire se relever, la quille vers le haut, à environ 30 mètres de moi. Il y avait 4 hommes assis sur le tube Lance-Torpille, qui faisaient signe de la main et chantaient, puis le navire a disparu pour la dernière fois, les entraînant avec lui. Des hommes accrochés à des objets autour de moi chantèrent le chant du drapeau et d'autres chansons patriotiques. Un homme a acclamé à 3 reprises, le navire coulé, et d'autres ont repris ses hurrahs à plusieurs reprises. J'ai estimé qu'il y avait entre 270 et 300 hommes dans l'eau. La température de l'eau n'était que de 39 degrés Fahrenheit, et pendant une demi-heure d'immersion, beaucoup de mes compagnons ont péri. Moi et 12 autres, nous accrochions à un hamac et à une poutre ronde en bois. Nous avons tous été recueillis par l'inflexible. Le courage des hommes m'a étonné. Les navires britanniques luttèrent de leur mieux contre les éléments. Un officier du Carnarvon a écrit « Vint alors la partie la plus terrible de tout cela, sauver les survivants qui étaient dans l'eau. » Quand je dis que l'eau était à environ 46 degrés Fahrenheit et l'air à environ 51 degrés Fahrenheit, avec un vent glacial qui soufflait, vous pouvez imaginer à quel point c'était terrible pour eux. Nous avons mis nos canots à l'eau, sorti 2 chaloupes et une baleinière et récupéré 40 hommes. Le retour sur le navire fut terrible, avec de nombreux blessés et certains à moitié morts de froid. Pour empirer la situation, notre baleinière s'est fracassée contre la coque, précipitant à nouveau nos hommes et les Allemands à la mer. Par chance, l'un de nos canots a pu sauver tous nos hommes à proximité, mais certains Allemands à la dérive au loin appelaient à l'aide sans que nous puissions intervenir. C'était bouleversant de voir leur expression alors qu'ils s'éloignaient, impuissants à les sauver. Et beaucoup se sont noyés, nous pouvions les voir flotter, un spectacle horrible. Un officier de l'Inflexible a noté qu'ils ont récupéré environ 50 personnes à bord, comme probablement 2 autres navires. Nous avons sauvé leur commandant et près de 6 autres officiers. Les Allemands, dans l'eau, agitaient tous les bras et criaient, non pas parce qu'ils voulaient être secourus plus vite, mais parce qu'on leur avait dit de le faire pour rester au chaud. Nous étions occupés à leur sortir des vêtements, etc., et à l'heure du dîner, plusieurs d'entre eux mangeaient dans le mess, et ce sont vraiment des types très sympathiques. Leur règlement ne leur permet pas de donner leur parole, mais vu leur faible nombre, nous leur avons accordé une certaine liberté. La plupart d'entre eux n'ont pas pu dormir cette nuit-là. Les scènes sur leurs navires étaient terrifiantes. Voir son meilleur ami déchiqueté ou se précipiter sur le pont, grièvement blessé et couvert de sang, n'ayant que le temps d'envoyer son amour à sa famille, c'est terrible. Bien qu'il n'y ait pratiquement aucun dégât visible, il leur était impossible de se rendre d'une extrémité du navire à l'autre. Les ponts supérieurs et principal avaient disparu et le pont blindé inférieur était perforé et brûlant. C'est le résultat des tirs plongeants à longue portée. Nous étions tous de bons amis après le combat et étions d'accord sur le fait que nous ne voulions pas nous battre du tout, mais y étions obligés. Plus de 2000 d'entre eux ont dû être tués ou noyés avec tous leurs biens précieux et leurs bons navires. Mais ils se sont battus avec brio, démontrant une discipline remarquable. Les 2 croiseurs de bataille avaient prouvé leur concept original de façon spectaculaire. L'Invincible avait encaissé 22 coups, mais n'avait subi que des dégâts mineurs et quelques inondations. L'Inflexible avait essuyé 3 coups, et à eux 2, il n'y avait qu'un seul mort et 5 blessés. La soudaine et la nature inattendue de la guerre furent encore soulignées par les messages échangés ce soir-là. Sturdy envoya un message à Inflexible, qui avait récupéré l'officier allemand survivant le plus haut gradé.
Le commandant en chef est très heureux que votre vie ait été épargnée, et nous pensons tous que le Gneisenau s'est battu avec beaucoup de courage jusqu'à la fin. Nous admirons grandement la qualité du tir des deux navires. Nous compatissons à la perte de votre amiral, officier et homme. Malheureusement, les deux pays sont en guerre. Les officiers des deux marines, ayant des amis dans l'autre, doivent remplir leur devoir national, ce que votre amiral, capitaine et officier ont accompli dignement jusqu'au bout. Il reçut en réponse, au nom de tous nos officiers et hommes sauvés, je remercie vivement votre Excellence pour vos aimables paroles. Nous regrettons, tout comme vous, l'issue du combat, car nous avons personnellement appris à connaître la marine anglaise et ses officiers pendant le temps de paix. Nous sommes tous très reconnaissants pour votre bon accueil. En effet, les relations entre les deux services avant la guerre étaient si étroites qu'un des survivants était le cousin par alliance du contre-amiral Stoddart. Cependant, ailleurs, la manœuvre de von Spee commençait lentement à s'effondrer. Le Leipzig était poursuivi par le His Majesty's Ship Cornwall et le His Majesty's Ship Glasgow. Les petits canons de 4,1 pouces du croiseur allemand menaçaient peu le Glasgow qui l'a rattrapé en premier. Les deux navires ont entamé un duel d'artillerie à longue portée, se touchant parfois. Le Cornwall, confiant en son blindage épais, fonça à pleine vitesse. En raison de la marge de vitesse plus réduite lors de ces affrontements, ces batailles ont principalement eu lieu après que les deux croiseurs cuirassés allemands aient été coulés. Le Cornwall était pleinement engagé à 18 heures et bientôt le Leipzig était en feu. Elle a tenté de riposter, mais le capitaine du Cornwall avait raison. 18 coups allemands n'ont entraîné aucun décès à bord du croiseur cuirassé britannique, et le Glasgow n'a eu qu'un mort et 4 blessés suite à 2 impacts. La tragédie s'est déroulée lorsque le navire allemand a refusé d'amener son pavillon jusqu'à ce qu'il soit presque immobilisé, et lorsque l'équipage s'est rassemblé sur le pont pour abandonner le navire, les flammes ont empêché quiconque d'atteindre le dernier drapeau. La chaleur, ou peut-être un dernier acte de défi, a provoqué le tir d'un canon, et d'autres obus britanniques ont frappé le navire, apparemment toujours résistant, fauchant de nombreux membres d'équipage restant désormais exposés. Un pistolet de détresse a été trouvé et tiré, mettant fin au tir et permettant le lancement des embarcations de secours. Mais lorsque le Leipzig a chaviré, les obus, les flammes et l'eau glacée n'ont laissé que 18 hommes à repêcher des mers obscures, car à ce moment-là, il était environ 21 heures et le soleil s'était couché. Le Kent s'était lancé à la poursuite du Nuremberg. Cette bataille a duré un peu moins longtemps, car juste après 17h30, quelques-unes des chaudières surmenées du Nuremberg avaient explosé, et soudain les deux navires se sont retrouvés face à face. Dans un court et violent échange de tirs, le blindage du Kent a arrêté la plupart des obus de 4,1 pouces, tandis que ses propres canons de 6 pouces déchiraient le Nuremberg, et à 18h35 ce dernier navire était immobilisé, tous ses canons hors service et en feu. Certains de ces obus avaient touché leur cible. Un avion avait détruit l'équipement radio du Kent, un autre avait explosé dans une position de canon supérieure, et un dernier avait déclenché un petit incendie de cordite rapidement maîtrisé grâce à l'utilisation d'un tuyau et la fermeture des portes du magasin. Dans l'ensemble, le Kent n'avait eu que 6 morts et 8 blessés, dont 10 victimes provenant de l'incendie de cordite. Nürnberg a amené son pavillon peu après 19 heures, tandis que l'équipage du Kent s'affairait à colmater les trous d'éclat infligés par leur ancien adversaire aux embarcations du navire. Mais une fois de plus, le froid et les tirs d'obus avaient fait des ravages terribles et seulement 12 hommes furent repêchés de l'eau, dont 5 succombèrent à leurs blessures ou à l'hypothermie peu de temps après. Au sud, Bristol et Macédoine rattrapèrent le trio de charbonniers que von Spee avait rassemblé, capturant le SS Baden et le SS Santa Isabel, évacuant les équipages puis les coulant. L'autre charbonnier, le SS Sedlitz, s'échappa et finit par atteindre l'Argentine où il fut interné pour le reste de la guerre. Il serait le seul survivant allemand à long terme de la bataille, car Dresden, qui avait pris la direction du sud-ouest alors que les 2 autres croiseurs protégés partaient au sud-est, profita de ses moteurs à turbine, ce qui en faisait le navire allemand le plus rapide de la flottille, pour s'échapper dans l'obscurité. Elle resta au large des côtes d'Amérique du Sud pendant environ 3 mois, prenant du charbon là où elle le pouvait et menant une guerre de course limitée, mais avec ses moteurs s'usant, elle tomba sur le His Majesty's Ship Kent qui la recherchait. Kent poursuivit Dresden jusque dans les eaux chiliennes et, le 14 mars, accompagné du His Majesty's Ship Glasgow, entra dans la baie de Cumberland et ouvrit le feu, apparemment peu convaincu de l'affirmation de Dresden selon laquelle il était interné, ce qui était en fait vrai, en partie parce que le navire arborait encore un pavillon allemand.
Le navire, à court de carburant et avec des moteurs en panne, fut vite submergé, abaissa son pavillon et fut sabordé, causant un incident diplomatique mineur entre le Chili et les Britanniques dû à la violation de la neutralité chilienne. Cette rencontre mit fin à ce qui restait de l'escadre de von Spee. Heureusement, ce dernier combat n'a fait qu'une douzaine de morts, 8 lors de l'attaque, et 4 autres succombant plus tard à leurs blessures. Sur près de 2500 hommes à bord des navires coulés le jour de la bataille, seuls 215 ont survécu, et la guerre de course sur les mers allait désormais être laissée à une poignée de corsaires marchands allemands et de sous-marins U-boot. Von Spee serait honoré en Allemagne avec le deuxième croiseur de bataille de la classe Mackensen portant son nom, bien qu'il n'ait pas été achevé avant la fin de la guerre et qu'il ait finalement été démoli en 1921. Pendant l'entre-deux-guerres, le dernier croiseur lourd de la classe Deutschland porterait également son nom, rencontrant finalement son destin après la bataille du Rio de la Plata, non loin de l'endroit où von Spee lui-même avait livré son dernier combat. Un dernier navire, une ancienne corvette de la classe Black Swan, serait renommé Graf Spee et servirait dans la marine ouest-allemande au début des années 1960. L'amiral Sturdy deviendrait baronnet, la première telle distinction pour une action navale victorieuse depuis 1911, et commanderait ensuite la 4e escadre de bataille à Jutland, accédant finalement au rang d'amiral de la flotte à sa retraite en 1921. Par la suite, il devint président de la Société de recherche nautique et joua un rôle actif dans les efforts pour préserver le His Majesty's Ship Victory et le mettre en cale sèche avant sa mort en 1925 à l'âge de 66 ans.